Bonjour à tous, merci chère Marine. Première valeur énoncée par notre devise nationale, la liberté est à la France ce que l'immensité est au ciel, une part d'elle-même. Tout dans notre histoire nous rattache à cette valeur supérieure, si puissante et si fragile à la fois, jamais acquise et toujours menacée d'être ignorée, nécessitant que l'on se batte chaque jour pour elle. Aussi, la liberté appelle chez l'homme d'autres vertus, et d'abord le courage, car la liberté se vit. C'est le courage de dire ce que l'on pense, d'être ce que l'on est, de faire ce que l'on veut dans les seules limites qui ont toujours séparé la liberté du chaos et de l'anarchie, celle définie par la loi, qui doit garantir que la liberté des uns ne s'exerce jamais au détriment de celle des autres. La liberté s'incarne collectivement dans la démocratie. C'est la souveraineté, autrement dit la liberté politique du peuple français que Gilles Le Breton a évoqué tout à l'heure. Un peuple libre de décider de son destin, affranchi de toutes les tutelles, de toutes les soumissions. La liberté ne s'achète pas, ne se monnaie pas, elle n'a pas de valeur, non qu'elle ne vaille rien, mais que rien ne la vaut. Lorsque l'on regarde notre histoire, que l'on s'imprègne de notre culture, il semble que la liberté ait choisi la France pour s'imposer aux hommes. Notre pays est à la fois le cœur, l'esprit et le bras armé de la liberté. C'est ainsi en tout cas que je comprends cette citation célèbre du général de Gaulle « Il existe un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde ». Ce que le général de Gaulle nous dit doit s'interpréter dans une perspective, je le pense, eschatologique. Notre pays a comme été conçu, formé pour défendre la liberté, c'est sa mission dans l'histoire. L'universalité française s'exprime dans la défense de la liberté. La République nous l'enseigne et nous la prescrit, notre langue la magnifie, la pense, l'exprime et la fait vivre. Ce n'est pas un hasard si certaines des plus belles pages de la littérature française, et spécialement du genre poétique, se nouent autour du mot liberté. Et je suis sûr que nombreux sont ceux ici qui seraient capables de réciter quelques vers célèbres de Victor Hugo ou de Paul-Éluard. Pas un hasard non plus si les arts ont par eux-mêmes et très tôt associé en images la liberté et la France. C'est par exemple ce magnifique tableau d'Eugène Delacroix dont il n'est même pas nécessaire de dire le nom. Enfin, il n'est qu'à porter le regard sur l'un des textes les plus fondamentaux de l'humanité pour comprendre la profondeur de ce lien entre la liberté et la France. Un texte qui est le fait politique du peuple français. Je pense bien sûr à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui précisément consacre la liberté. Mais, en ce domaine comme dans d'autres, la question se pose de savoir si la France est fidèle à son héritage et à sa raison d'être. Force est d'admettre aujourd'hui que sous l'action de gouvernements coupables, nos libertés, parfois parmi les plus fondamentales, ont été et sont éhontément bafouées. Et tout le sens du projet de Marine est bien de refaire de notre pays un pays de liberté. Cela passe d'abord par refaire de la France le pays de la liberté d'expression. Dans ce domaine, il est effarant de voir à quel point nous avons reculé. Avant même d'aborder la question de la pensée unique, absolument écrasante dans notre pays, qui étouffe les débats, stérilise les idées, mais qui peut être sujette à interprétation, c'est la liberté d'expression, il y a des manifestations parfaitement incontestables de ce recul qui montrent que notre pays n'est pas à son rang. J'en veux pour preuve, par exemple, le classement de la France en matière de liberté de la presse, établi par Reporters sans frontières, qui pointe notre pays à la 45e place, et dire en plus que nous reculons d'année en année. Je rappelle que parmi les critères objectifs de ce classement, il y a le pluralisme et l'indépendance des médias. Alors, de pluralisme, il n'y en a aucun, ou alors, peut-être qu'il y en a un, mais étonnamment qu'il n'inclut pas les positions souverainistes et patriotes, c'est donc éventuellement un pluralisme conformiste, bel oxymore. Quant à l'indépendance, il suffit de regarder à qui appartiennent les grands médias pour constater qu'ils se concentrent tous entre les mains de quelques groupes, voire de quelques personnalités, et je vous renvoie à une campagne récente du FNJ si vous voulez quelques noms. Autre exemple qui atteste du recul de notre pays en matière de liberté d'expression, la censure qui sévit sur Internet et spécialement sur les réseaux sociaux qui sont pourtant supposés être des espaces libres, totalement libres, en tout cas libres de toute contrainte éditoriale. Eh bien, certains seront peut-être surpris d'apprendre que notre pays détient le triste record des demandes de censure sur Facebook et Twitter devant des pays comme la Russie, dont on nous chante à longueur de journée pourtant qu'il s'agit de pays terribles en matière de liberté d'expression. Et puis, je l'évoquais il y a quelques instants,
la liberté d'expression souffre aussi et surtout en France d'une oppression permanente qui s'apparente à une tyrannie, celle de la pensée unique. Alors, heureusement, nous sommes là, avec d'autres, pour secouer ce système et tenter de faire vivre le débat, l'échange, l'émulation indispensable au progrès, mais cela suppose du courage. Car dès qu'il le peut, le système diabolise, terrorise, voire judiciarise le débat pour simplement faire taire. Le dernier exemple en date étant le procès qu'a eu à subir Marine sur l'affaire des prières de rue, pour avoir simplement décrit une réalité très simple et réclamé une réponse politique. Pour cela, Marine a eu droit à un procès qui a duré 5 ans, au terme duquel, évidemment, elle a été relaxée, mais cette procédure, précisément, si nous étions dans un pays où la liberté d'expression était une valeur fondamentale, eh bien cette procédure jamais n'aurait pu avoir lieu. Face à ce constat, assez triste compte tenu de la grande histoire de notre pays, Marine prend un engagement fort et en même temps équilibré. Ce premier engagement présidentiel, je vous le lis, garantir la liberté d'expression et les libertés numériques par leur inscription dans les libertés fondamentales protégées par la Constitution, tout en renforçant la lutte contre le cyber-djihadisme et la pédocriminalité, et parce qu'il est hors de question que la liberté d'expression serve de paravent aux pires horreurs ou de propagande aux ennemis de la France. Je poursuis la lecture de cet engagement. En parallèle, simplifier pour ceux qui en sont les victimes les procédures visant à faire reconnaître la diffamation ou l'injure. Ce deuxième volet est important car la diffamation et l'injure à caractère personnel, pour être reconnues, nécessitent de passer par des procédures judiciaires complexes, coûteuses, qui souvent découragent les victimes de simplement faire valoir leurs droits et permettent au final à tout à chacun de dire n'importe quoi dans la plus complète impunité. Deuxième engagement présidentiel de Marine, qui en quelque sorte vient compléter ce premier engagement, créer une charte à valeur constitutionnelle qui inclura la protection des données personnelles des Français, notamment par une obligation de stockage de ces données sur des serveurs localisés en France. L'idée ici est en fait sur le même modèle que la charte de l'environnement, c'est-à-dire par un texte adossé à la Constitution, à la fois de garantir et de protéger les libertés des Français dans ce vaste univers numérique qui fait désormais partie intégrante de notre vie. Et il y a en particulier la question de la protection des données, qui n'a rien d'abstraite. Si par exemple on veut faire respecter le droit à l'oubli numérique, eh bien il faut être en capacité matérielle de le mettre en œuvre. C'est pour cela que nous exigerons que les données personnelles qui concernent les Français soient stockées sur des serveurs localisés en France, afin que l'État soit en capacité de faire respecter les droits et les intérêts des Français, et que, le cas échéant, les décisions de justice soient efficientes. Cette obligation concernera les entreprises, les administrations et les organisations gouvernementales. Il s'agit bien sûr aussi d'éviter que ces données ne retombent entre les mains de puissances étrangères. Les derniers scandales en matière d'espionnage en attestent. Le troisième engagement présidentiel de Marine concerne la défense du droit des femmes. Question absolument fondamentale, à tel point que le droit des femmes est clairement un critère de distinction entre les pays de liberté et ceux qui ne le sont pas. Et là aussi, la situation de la France laisse inquiéter. J'ai encore en mémoire le remarquable discours de notre amie Sophie Montel, le 1er mai dernier, qui avait magnifiquement exposé en quoi la candidature de Marine était non seulement un espoir pour toutes les femmes de France, mais aussi le salut de celles qui déjà souffrent sur notre territoire de ne pas être libres. Car la première des menaces contre les femmes et leur liberté, c'est évidemment l'islamisme radical. Imaginez-vous, il y a en France des dizaines de quartiers où mettre une jupe est devenu impossible, où ne pas mettre un voile vous expose à des menaces physiques, et même des agressions d'ailleurs. Et face à cette réalité effrayante, il y a, plus effrayant encore, toute une partie de la classe politique française qui continue de fermer les yeux, voire de relativiser la gravité de cette situation. Mais comment peut-on encore hésiter dans ce combat? Comment peut-on encore en 2017 ne pas être convaincu qu'il est vital d'agir alors que le mal ne cesse de s'aggraver? Alors, Marine, à la différence d'un certain Benoît Hamon, jamais Marine n'acceptera, elle, que des femmes soient empêchées de fréquenter les mêmes bars ou n'importe l'autre quel lieu que les hommes. Jamais. Défendre le droit des femmes, c'est aussi lutter contre la précarité économique et sociale qui touche les femmes, c'est un fait, plus durement que les hommes.
et qui nécessite, pour y répondre, de mettre enfin en place l'égalité salariale, la vraie. Dans ce domaine, on ne dira jamais assez le mal que la loi El Khomri de précarisation du travail a fait aux femmes, et c'est l'une des raisons, sans vouloir griller la politesse à ceux qui me succéderont à ce micro, pour lesquelles il faudra évidemment retirer cette loi. Ainsi se résume le troisième engagement présidentiel de Marine: défendre les droits des femmes, tous les droits, lutter contre l'islamisme qui fait reculer leurs libertés fondamentales, mettre en place un plan national pour l'égalité salariale femmes-hommes et lutter contre la précarité professionnelle et sociale. Autre liberté fondamentale à défendre, la liberté d'association et la liberté syndicale. C'est l'objet du quatrième engagement de Marine. Je vous en fais lecture. Assurer le respect de la liberté d'association dans les seules limites exigées par l'ordre public et soutenir les petites structures associatives, culturelles, sportives, humanitaires, sociales et éducatives qui animent la vie de nos territoires. Instaurer une véritable liberté syndicale par la suppression du monopole de représentativité et moraliser la vie syndicale par un contrôle public du financement des syndicats. Sur ce deuxième point, il est évident que la liberté syndicale doit être beaucoup plus ardemment défendue. Si le taux de salariés syndiqués n'a jamais été aussi faible dans notre pays, c'est bien parce qu'il n'existe pas de vraie liberté syndicale. Les salariés sont écœurés par la politisation excessive des grandes centrales et par l'opacité de leur gestion. Ils ont le sentiment légitime de n'être plus défendus par ceux dont c'est la mission. Mais les plus écœurés de tous, au regard du comportement vraiment dégueulasse, des grandes syndicales et des grandes centrales, c'est sans doute les militants syndicaux de terrain eux-mêmes, sincères dans leurs convictions et leurs engagements et dévoués à leur mission originelle, défendre les intérêts matériels et moraux des salariés. Et parce que le syndicalisme est un combat noble, nécessaire à l'équilibre des rapports de travail, il faut le libérer en brisant le monopole de fait des grandes centrales en termes de représentativité. Il faudra donc ouvrir, dès le premier tour des élections professionnelles, la possibilité de se présenter à toutes les associations professionnelles, qu'elles soient représentatives, c'est-à-dire reconnues, ou non. Enfin, pour dissiper l'opacité de la gestion des syndicats, il conviendra de réformer en profondeur les règles de financement de ces structures et de les soumettre aux mêmes obligations de transparence que les partis politiques, par exemple avec un contrôle de la CNCCFP. Enfin, cinquième engagement de Marine pour refaire de la France un pays de liberté: garantir la liberté de scolariser ses enfants selon ses choix, tout en contrôlant plus strictement la compatibilité des enseignements dispensés dans les établissements privés hors contrat avec les valeurs de la République. Sur ce dernier point, il est en effet fondamental que les établissements privés hors contrat, s'ils ont parfaitement le droit de se constituer, ne deviennent pas des réservoirs de radicalité en tout genre. Les valeurs de la République ne sont pas négociables et nous n'accepterons pas que des écoles coraniques et fondamentalistes qui diffusent des valeurs absolument contraires à tout ce que nous sommes puissent se monter impunément sur notre territoire et endoctriner nos enfants. Et là encore, seule Marine, dans son diagnostic et ses propositions, fait preuve de clairvoyance. Alors, pour nous, c'est une évidence. Qui d'autre que la candidate de la France pour défendre la liberté? Notre confiance en elle est totale. Nous sommes là pour sa victoire. Vive la liberté, vive Marine et vive la France.